Bon, le simple fait d'appuyer sur un interrupteur mural pour allumer la lumière dans une cave obscure pourrait littéralement, en une fraction de seconde, faire exploser une maison entière et la réduire en cendres. Ouais, c'est le genre de scénario qui fait froid dans le dos, clairement. Ah ça, c'est purement terrifiant. Et c'est un détail qui ressort de manière hyper frappante quand on se penche sur la mécanique cachée de nos logements. Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans les entrailles de ces infrastructures. On a basé notre exploration sur des extraits spécifiques du guide essentiel des urgences en plomberie. Un manuel vraiment dense, très technique. C'est ça. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de décoder tout ça pour notre auditoire. On veut tracer une ligne de démarcation super claire, déterminer quand est-ce qu'on doit absolument arrêter de jouer aux apprentis bricoleurs et appeler un professionnel en urgence. Et le guide pose d'emblée une règle d'or à ce sujet. C'est une règle qui ne laisse vraiment aucune place au compromis. Dès qu'une anomalie domestique menace la sécurité physique des gens, l'intégrité de la structure du bâtiment ou la salubrité, on range la boîte à outils. On ne négocie pas. Exactement, on ne négocie pas. L'intervention d'un pro qualifié devient immédiate. C'est dicté par la physique et la biologie. Il n'y a pas d'histoire de budget ou d'ego mal placé. Du coup, déballons tout ça pour notre auditoire, tu veux bien. Commençons par la première catégorie d'urgence abordée dans le texte. Les menaces visibles et destructrices. C'est-à-dire l'eau propre sous pression. Ouais, c'est souvent ce qui panique le plus les gens. Les canalisations fissurées, les tuyaux qui éclatent. Ou le fameux robinet impossible à fermer alors que l'eau inonde la pièce. Moi, en lisant ces passages, la première image qui m'est venue en tête, c'est de la médecine de guerre. Une canalisation sous pression qui éclate dans un salon, c'est l'équivalent d'une artère sectionnée. C'est une très bonne analogie en fait. Bah oui, parce que la toute première chose à faire, la seule qui compte vraiment, c'est de poser un garrot. Et ici, le garrot, c'est fermer la vanne d'arrêt général. On bloque l'hémorragie avant même que le médecin, le plombier, n'arrive. Et personne ne s'improviserait chirurgien vasculaire sur la table du salon. Ah non, sûrement pas. Bah là, c'est pareil. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'enjeu dépasse le simple bout de tuyau cassé. L'eau de ville, elle arrive avec une pression statique de 3 à 4 bars. C'est énorme, ouais. Donc quand elle s'échappe, ce n'est plus juste un liquide qui mouille. C'est une force mécanique, une énergie cinétique, vraiment destructrice. Elle s'infiltre dans les cloisons, sous les planchers, et elle agit presque comme un solvant. C'est fou de voir ça comme un solvant. Le plâtre, par exemple, il se transforme carrément en boue. Le bois absorbe l'eau, il gonfle, ça provoque des déformations dans la charpente, l'eau cherche la gravité et bousille les réseaux électriques au passage. D'accord, donc ça, c'est la destruction mécanique immédiate. Mais la documentation insiste sur le fait que l'horreur ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième effet beaucoup plus biologique. Ah oui, les moisissures, le développement fongique. Et ça va super vite, non ? Très vite. Les spores de moisissures pathogènes, comme la fameuse moisissure noire, elles sont déjà dans l'air. Elles attendent juste un environnement saturé en humidité. En moins de 48 heures, le cycle de reproduction commence. Waouh 48 heures. Ouais. C'est pour ça qu'éponger un peu ne sert à rien. Si on ne fait pas un assèchement industriel avec des déshumidificateurs de pro, la maison devient biologiquement insalubre. Les mycotoxines envahissent la ventilation. Alors là, on parle d'eau propre qui jaillit, et c'est déjà un désastre. Mais le scénario devient franchement pire quand l'eau refuse de s'évacuer et fait le chemin inverse. On passe à la deuxième catégorie, l'ennemi bactériologique. Les refoulements majeurs, le truc bien glauque. Ouais, on décrit ce moment où tu tires la chasse et l'eau sale remonte par la bande de la douche et l'évier. Ça, c'est un signal d'alarme critique. Totalement. Ce refoulement simultané de plusieurs équipements, ça indique que le bouchon n'est pas dans le petit siphon local. Il est plus loin. C'est ça. Il est en aval dans le collecteur principal, la grosse canalisation qui relie la maison aux égouts ou à la fosse septique. Alors là, je fais l'avocate du diable. Si c'est juste un gros bouchon, pourquoi on ne peut pas simplement aller au supermarché, acheter 5 litres de déboucheur chimique industriel à base d'acide et verser tout ça dans le tuyau? C'est moins cher qu'un plombier, non? C'est le premier réflexe, mais c'est une erreur monumentale. Et les sources expliquent très bien pourquoi. Ah bon? C'est comme vouloir soigner une septicémie avec un pansement, j'imagine. C'est pire que ça. Si on relie cela au contexte plus large de la chimie de ces produits, ces acides sont faits pour réagir avec de petites quantités de cheveux ou de savon en générant de la chaleur. Ok. Mais un bouchon principal, c'est souvent énorme. C'est de la graisse solidifiée, du calcaire ou même des racines d'arbres qui ont fracturé les tuyaux souterrains. Des racines. Ah ouais, la nature reprend ses droits. Complètement. Donc l'acide arrive là-dessus et provoque ce qu'on appelle la saponification. Au lieu de dissoudre, la réaction chimique transforme la graisse en une masse savonneuse, dure comme du ciment. Oh l'enfer.
Et pendant ce temps, l'acide stagne, la chaleur augmente, et ça peut fondre ou déformer la canalisation en PVC. Donc tu te retrouves avec un tuyau bouché par du ciment et rempli d'un lac d'acide toxique. Mais quelle horreur! Donc, que fait le professionnel dans ce cas? De l'hydrocurage, c'est purement mécanique. Un jet d'eau rotatif à plus de 300 bars qui tranche les racines et nettoie le tuyau à neuf. On ne joue pas avec la chimie ici. Sans compter le risque bactérien, hein, les eaux usées qui remontent dans la maison, le guide rappelle que ça charrie de l'E. coli, des salmonelles. C'est une vraie crise de salubrité publique à l'échelle du domicile. Ah bah oui, les matériaux touchés par ces eaux noires, on ne les nettoie pas, on les découpe en combinaisons de protection et on les incinère. C'est pas une mince affaire. Ça fait réfléchir avant d'essayer de déboucher soi-même. Mais bon, ces menaces de l'eau, elles laissent quand même un tout petit peu de temps pour réagir, même si ça va vite. Mais la troisième urgence dont parle le guide, c'est la menace qui ne pardonne pas une seule seconde. La fuite de gaz. D'urgence absolue. Celle où ta vie est en jeu à l'instant T. C'est ça. Odeur suspecte près de la chaudière, alerte maximale. Le protocole du guide est ultra strict. On ferme la vanne, on aère, on sort du logement et on appelle les urgences gaz depuis la rue. Surtout depuis l'extérieur, ouais. Et ici, ça devient vraiment intéressant. Il y a cette instruction en majuscule dans le texte « Ne jamais toucher à un interrupteur électrique ». C'est tellement contre-intuitif. Face au danger dans le noir, le premier réflexe humain, c'est d'allumer la lumière pour voir d'où vient le problème. Cela soulève une question importante sur nos réflexes. Parce que ce biais d'investigation, c'est ce qui provoque la catastrophe. Mais pourquoi? C'est juste un bouton en plastique, un interrupteur. Derrière ce plastique, tu as des contacts métalliques. Et quand on manipule le bouton, même pour éteindre d'ailleurs, le métal se rapproche ou s'éloigne. À la milliseconde où ça bouge, ça crée un micro-arc électrique. Une petite étincelle, quoi. Enfermée dans le mur. Voilà. Et elle est invisible. Mais sa température monte à des milliers de degrés localement. Or, le gaz naturel obéit à la fameuse LIE, la limite inférieure d'explosivité. C'est-à-dire? Il suffit d'une concentration de 5% de gaz dans l'air d'une pièce fermée pour créer un mélange détonnant. Juste 5%? C'est rien. C'est très peu. Le gaz monte au plafond ou rampe au sol si c'est du propane, et cette minuscule étincelle de l'interrupteur fournit largement l'énergie nécessaire pour tout enflammer. C'est une onde de choc supersonique immédiate, ça pulvérise les murs porteurs, les tâches s'effondrent. Et ça vaut aussi pour un coup de téléphone, j'imagine. Ouais, décrocher un vieux téléphone, sonner à la porte, même principe. On s'extrait du bâtiment, point barre. C'est terrifiant. Ce qui est fou, c'est que ce gaz, il est là pour alimenter nos systèmes de chauffage. Ce qui nous amène à la 4e section de notre analyse, la trahison de l'équipement, les chaudières et les chauffe-eau. Ah, le chauffe-eau qui lâche. Un classique. Le guide détaille les signes de mort imminente. De l'eau rouillée, une petite fuite à la base. Et on y apprend qu'une cuve percée, c'est irréparable. C'est condamné, oui. Mais pourquoi? Je veux dire, de nos jours, on sait souder des sous-marins nucléaires ou des pipelines. Pourquoi un artisan refuserait de juste mettre un point de soudure sur un petit trou de la cuve? À cause d'un phénomène insidieux, la corrosion galvanique. La corrosion galvanique. Ouais. À l'intérieur du chauffe-eau, la cuve est en acier, protégée par de l'émail et une tige en magnésium, la note sacrificielle. Son job, c'est de se dissoudre pour protéger la cuve de la rouille. Donc elle se sacrifie comme son nom l'indique. Exactement. Mais au bout de quelques années, il n'y a plus d'anode et l'eau attaque directement l'acier de la cuve par l'intérieur. Et ça ne se voit pas de l'extérieur? Non, ça se fait dans l'ombre. L'acier s'affine, il perd sa résistance. Quand une petite goutte apparaît à l'extérieur, ça veut dire que toute la paroi interne est gangrénée. Si un plombier essayait d'amener la chaleur extrême d'un poste à souder là-dessus, Ça casserait tout, hein? le choc thermique ferait exploser le métal fragilisé un peu plus loin, sous la pression. Et tu te prendras 200 litres d'eau à 65 degrés en pleine figure. C'est une barrière de sécurité absolue, on ne soude pas une cuve pourrie. C'est logique vu comme ça. Et puis, la documentation aborde un autre type de panne de chauffage, particulièrement redoutable l'hiver. Quand le chauffage central tombe en panne en janvier, Ah oui, le gel, le tueur silencieux des canalisations. c'est tellement cruel comme ironie. Tu as une panne, tu te dis que tu vas juste avoir froid en regardant la télé, mais en fait, non, tu risques carrément l'inondation. C'est une réaction en chaîne catastrophique. Sans chauffage, la température chute et l'eau qui stagne dans les tuyaux commence à geler. Et l'eau qui gèle, d'après les lois de la physique, c'est pas juste de l'eau qui devient dure. Non, c'est l'anomalie thermodynamique de l'eau.
Contrairement à presque toutes les autres matières qui se contractent avec le froid, l'eau liquide s'expanse quand elle devient glace. Elle prend 9% de volume supplémentaire. 9% dans un tuyau en cuivre qui, lui, ne bouge pas d'un millimètre. C'est ça. La pression exercée est titanesque, des centaines de kilos par centimètre carré. Mais il y a un mythe là-dessus, tu sais. C'est souvent pas la glace elle-même qui déchire le cuivre là où elle se forme. Ah bon, ouais. C'est quoi qui casse le tuyau alors? C'est l'eau liquide qui reste emprisonnée entre ce gros bloc de glace en pleine expansion et un robinet fermé. Le bloc de glace agit comme un piston. Il pousse cette eau incompressible dans un cul-de-sac. La pression hydraulique monte de façon exponentielle jusqu'à faire exploser le point faible du réseau. Waouh! Et tout ça se passe en silence? Un silence absolu. Tant qu'il fait froid, la glace elle-même rebouche ses propres fractures. C'est le piège. La destruction est massive dans les murs, mais tout reste sec. Jusqu'au jour du végel. Exactement. Les températures remontent, la glace fond, et soudain, toute l'eau de la ville jaillit par des dizaines de brèches invisibles. Le logement est noyé en quelques minutes. Ça me fait la transition parfaite vers notre dernier point. Parce que jusqu'ici, on a parlé d'urgence bruyante, odorante, extrême. Mais la dernière section du guide traite du péril silencieux. L'hémorragie totalement invisible. Les fuites cachées, le cauchemar des assureurs. C'est ça. On s'en rend compte par une baisse de pression dans toute la maison, ou pire, par une facture d'eau qui affiche un montant délirant. Le texte donne une méthode très précise pour vérifier ça. Le fameux test du compteur la nuit. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On relève les chiffres le soir, on n'utilise pas une seule goutte d'eau de la nuit, et on vérifie au matin. Moi, ça me fait penser à un audit financier de la maison. Les chiffres du compteur ne mentent pas, même si les murs cachent bien leur jeu. C'est une excellente façon de le voir. Sauf que, psychologiquement, ce type d'urgence est très dangereux. Le guide parle d'un biais de normalité. Un biais de normalité? Comment ça? Face à une fuite massive au milieu du salon, ton cerveau déclenche l'alarme de survie. Adrénaline, action immédiate. Mais face à une simple facture d'eau. Il n'y a pas de menace immédiate perçue. Tout a l'air calme. Voilà. Le confort domestique a l'air intact, pas de bruit d'eau. Du coup, les gens rationalisent. Ils se disent « Oh, c'est sûrement une erreur de la compagnie ». Et ils procrastinent. Mais pendant qu'on procrastine, l'eau, elle coule sous les fondations. Implacablement. Et un filet d'eau en continu sous une dalle, sur plusieurs semaines, ça libère des mètres cubes. Ça dissout les composants du ciment, ça crée des poches de vide sous la maçonnerie, le bâtiment commence à perdre son assise. Donc on passe d'un petit problème de tuyau à un énorme problème de structure. Le mur porteur qui se fissure, le carrelage qui se soulève. C'est exactement ça. C'est pour ça que seul un pro peut gérer ça. Ils utilisent du matériel de diagnostic non destructif de haute technologie. Des caméras thermiques, infrarouges, des capteurs acoustiques pour écouter les vibrations de l'eau à travers le béton. C'est de la science-fiction. Le guide mentionne même l'injection de gaz traceur. Ouais, un mélange hydrogène-azote injecté dans les tuyaux vides. Ça traverse le béton et un spectromètre détecte exactement où est la fuite. Ça évite de devoir casser le sol au hasard. C'est incroyable comment l'ingénierie moderne vient réparer l'ingénierie défaillante. Bon, on arrive à la fin de notre analyse. Pour faire une petite synthèse, quelle est la philosophie globale qu'on peut tirer de ce texte? Écoute, c'est assez clair. L'eau et le gaz ne pardonnent pas. La vraie ligne de démarcation entre ce qu'on peut réparer soi-même le dimanche et l'urgence absolue, ce sont les risques structurels et sanitaires. Dès que l'énergie sous pression s'échappe, il faut une expertise technique pour juguler le problème sans mettre le bâtiment en danger. C'est la loi de la physique appliquée à nos maisons. D'ailleurs, ça m'amène à une pensée finale, un peu plus philosophique, qui prolonge l'analyse qu'on vient de faire. On investit tellement d'énergie pour faire de nos habitations des havres de paix, n'est-ce pas? C'est le but d'une maison, oui, un sanctuaire protecteur. Mais la cruelle ironie de notre confort moderne, c'est qu'on cohabite en permanence avec de l'eau sous haute pression, des eaux usées potentiellement mortelles et des gaz explosifs. Et tout ce chaos est contenu à quelques millimètres à peine de nos espaces de vie par des petits tuyaux en cuivre et du plastique. C'est vrai que, dit comme ça, c'est vertigineux. Ça devrait amener notre auditoire à se poser une question. Notre confort extraordinaire ne nous rend-il pas totalement aveugles à l'incroyable fragilité des infrastructures qui maintiennent le chaos à distance, chaque jour? À garder en tête la prochaine fois qu'un petit cliquetis étrange résonnera dans la tuyauterie en pleine nuit. Je crois qu'on ne regardera plus jamais nos murs de la même façon. C'est certain. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante. À la prochaine pour une nouvelle analyse.